L'arc Egghead de One Piece est officiellement terminé, scène du banquet pour preuve. Et les retombées de l'arc commencent également à arriver avec la disparition de Saturne. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Ça fait un moment que j'ai pas parlé de One Piece. On se retrouve aujourd'hui pour un sorte de bilan de l'arc Egghead, de se rappeler un peu de ses moments phares, de tout ce qu'on a pu apprendre, et aussi parler de sa suite, de l'arc Elbaf qui arrive. Je suis content de refaire une petite vidéo, ça m'avait vraiment manqué. Et évidemment, si elle te plaît, si t'apprécies ma façon de parler de One Piece, etc., et que tu veux discuter en commentaire, tu es le bienvenu. Et n'hésite pas à t'abonner, ça me soutient énormément. Comme je l'ai dit, je suis très content donc de pouvoir parler aujourd'hui de ces moments épiques qu'on a eu, de réaliser vraiment un peu l'arc qu'on a vécu ces dernières années même. Je crois qu'il a duré 2 ans, c'est passé vraiment vite. Et on va commencer sans plus tarder avec un petit résumé de l'arc. On a donc retrouvé l'équipage de Chapeau de Paille après qu'ils aient vaincu Kaido et Big Mom à l'aide des 2 autres supernovas que sont Kid et Law. Et après Wano, donc les Chapeaux de Paille ont repris la mer en direction de Egghead Island, l'île du futur et également l'île du docteur Vegapunk. On entend parler de lui depuis presque le début de One Piece et enfin on va peut-être le voir. Très vite et comme à son habitude, Oda va séparer l'équipage, donc on aura 2 groupes distincts et également il va rajouter une supernova comme à son habitude aussi, en la personne de Bonnie. Les 2 parties de l'équipage tomberont respectivement sur Vegapunk. Donc déjà on aura le droit à un premier mystère avec plusieurs Vegapunk en même temps. On comprendra un peu tout ça par rapport au fait qu'il y ait le vrai Vegapunk et qu'il a créé 6 autres, on va dire, satellites comme ils les appellent, qui lui permettent de manger, dormir, penser à d'autres choses et voilà, évacuer toutes ses émotions en 6 individus différents qu'on découvrira au fil de l'arc. Comme je l'ai dit, donc ce qu'on attendait depuis très longtemps est arrivé très rapidement en vrai durant l'arc avec l'apparition du docteur Vegapunk, inspiré évidemment de Einstein, on s'y attendait bien. Et en plus du mystère entre grosses guillemets des 6 Vegapunk différents, on va avoir des phrases très énigmatiques comme un des satellites qui va appeler Dragon et l'avertir de sa mort imminente. Mais aussi tout ça va se retrouver au milieu d'une machination bien plus grande à base de traîtres, de CP0 avec du retour comme Lucci et Kaku, envoyés par les 5 doyens pour tuer Vegapunk. Et tout ça c'est ce qu'on a vécu durant cet arc, c'était assez dingue et maintenant on va en parler en détail. Alors maintenant, accrochez-vous bien, on va évoquer beaucoup de points. Je vais essayer quand même d'être assez rapide pour pas faire une vidéo d'1 heure, même si ça serait largement possible pour une vidéo bilan de cet arc. Avec déjà un arc qui commençait très fort, avec des thématiques qui vont suivre durant tout cet arc, très vite introduits. Et je ne parle pas que des événements qui vont se passer sur Egghead. Car on va dire en post-arc après Wano, on va avoir Barbe Noire et un mouvement contre Amazon Lily, et l'apparition des Séraphins, qu'on verra qui sont très puissants, qui arrivent à tenir tête à un empereur. Également, on va avoir l'utilisation d'une arme par le gouvernement mondial, plus exactement par Im-sama, Imu, appelez-le comme vous voulez, une arme nommée Mother Flame. Donc on voit très bien que la technologie et les créations du Dr Vegapunk sont bien mises en avant juste avant son apparition. La rencontre de Luffy avec Vegapunk qui sera en vrai surprenante et qui va se passer donc dans un lieu antique entre guillemets avec ce robot qui a été créé il y a 800 ans et qui a attaqué Marie-Joie il y a 200 ans. Donc voilà, beaucoup de mystères autour de celui-ci, on va en reparler évidemment juste après. Comme je l'ai dit dans le résumé au début de l'arc, on verra un lien, on s'en doutait un peu tous, entre Vegapunk et Dragon, qui sera renforcé en plus avec un flashback sur Ohara. Et ça, c'était aussi fort de retourner sur Ohara juste après le Buster Call qu'a vécu Robin. Et je l'ai dit également dans le résumé, il y a un traître sur l'île. Ça, c'était très très fort, ce moment dans l'arc où on ne savait pas qui c'était, on se méfiait un peu de tout le monde. Après, on a commencé à douter que c'était un des satellites de Vegapunk. Mais là aussi, il y avait du mystère, il y avait des fausses pistes. Et ça, c'était quand même assez cool, c'était un bon moment. Surtout, je me rappellerai, je pense, toute ma vie de ce moment de One Piece où on a eu une pause de Oda et au retour de sa pause, au premier chapitre, où la situation s'était complètement inversée, où Luffy, l'empereur, avait repris le contrôle de l'île, avait stoppé donc la traite qui est donc York, alors qu'on les avait laissés dans des situations tous plus ou moins désespérées. Je reviens un peu en arrière avec donc le CP0 qui aussi a fait partie de cet arc, en la personne de Lucci, Kaku et aussi Stussy qu'on apprendra très vite est une clone faite par Vegapunk et une agent double en fait clairement qui travaillait pour le docteur. Avec le retour de Lucci et Kaku, on a donc eu le droit à des matchs retour entre guillemets, un vrai match en vrai entre Luffy et Lucci. Comme je l'ai dit, le Lucci contre Luffy match retour où il y avait clairement pas de débat là-dessus, mais durant tout cet arc et tous ces événements qui nous ont marqués, on avait quand même en tête depuis le début, enfin très tôt, arrivé très tôt dans une case au début de celui-ci, le fameux incident d'Egghead qu'on a gardé en tête durant
tout l'arc. Et avec le CP0 qui débarquait, le joli Roger de Barbe Noire qu'on a vu, j'ai tellement pu théoriser là-dessus, c'était trop. Et comme je l'ai dit, avec quand Oda a fait sa pause et qu'on a eu une ellipse d'une nuit, d'ailleurs un peu dommage qu'on n'ait pas eu une petite sorte de flashback qui expliquait un peu comment ils ont pu retourner la situation aussi facilement. Mais donc dans cette nuit, il y a un siège qui s'est mis en place autour de l'île par la marine, un sorte de Buster Call x10, avec à sa tête l'amiral Kizaru. Enfin l'amiral Kizaru revient, ça va renforcer après le parallèle aussi. J'ai déjà pu faire une vidéo sur la théorie du parallélisme dans One Piece. Mais oui, le parallèle entre Sabaody et Egghead est clairement là, et Kizaru renforce ça, son arrivée, son importance durant la suite de l'arc, avec en plus d'un amiral, un doyen sur place, en la personne de Sanjay Garcia Saturne. Et il faut vraiment le souligner et insister dessus, on aura quand même, parce que j'ai l'impression qu'en le vivant en fait semaine après semaine avec les chapitres, on banalisait un peu et on descendait un peu la hype. Je trouvais qu'on réalisait pas assez, qu'on voyait et qu'on avait les noms des doyens. Yes, ça fait 24 ans que, bon, moins qu'on les connaît, mais ça fait 24 ans que le manga existe, 24 ou 25, et ça fait peut-être 20 ans qu'on connaît les doyens, et là on a leur nom, on avait vu leur forme, je vais en parler un peu après, lors de la rêverie, donc leur silhouette transformée. Là on va les voir sur place, on va donc connaître leur nom, leur poste exact. On a normalisé cette intervention, mais qui est quand même folle. Moi le premier, même les événements qui arriveront à la fin de l'arc, je les ai un peu normalisés, alors que non, c'est dingue ce qui s'est passé, c'est peut-être l'arc le plus important de One Piece. En vrai de vrai, en événement, même à Marineford, on n'a pas eu de doyens qui sont intervenus. Même si, évidemment, on sait pourquoi, c'est parce que ça ne touchait pas les secrets que Vegapunk veut sortir, connaît, parce que voilà, l'intervention de Barbe Blanche, c'était vraiment pirate contre marine, justice contre liberté, j'ai envie de dire. Alors que ici, Vegapunk touche des secrets du gouvernement mondial, et pas de la marine. Et donc ça dépasse, en vrai, juste le fait de pirate contre marine. Car oui, c'est donc pour ça que le gouvernement mondial, que les 5 doyens, que Im-sama voulait se débarrasser de Vegapunk, c'est parce qu'il avait fait des recherches sur le siècle oublié. Sur tout ça, il avait continué les recherches du professeur Clover de Ohara, grâce à la bibliothèque retrouvée justement sur Ohara et qui a été déplacée sur Elbaf. Vegapunk, bien sûr, essayait de recoller les morceaux. On aura le droit à son fameux discours à la fin de l'arc qui a duré plusieurs chapitres. J'ai vraiment pas hâte de voir ça en animé. Et bien sûr que les événements à partir d'ici vont s'enchaîner. On va avoir le droit, mais ça je le garde pour la partie juste après dans la vidéo, un peu des points qui m'ont déçu. Donc on va avoir le droit à un Luffy Kizaru, mais comme j'ai dit, j'en reparle dans 2 minutes. L'importance de Kuma, ouais évidemment, il faut en parler. On a eu le droit à son flashback, franchement il était très fort, même si, on va dire, on a été un peu déçus à des moments, comme quand on a vu God Valley. En vrai c'est logique qu'on reste sur Kuma, qu'on suive que sa vie et qu'on n'ait pas toutes les informations sur God Valley. Mais oui, on s'attendait tous au flashback de God Valley à ce moment-là. Et Kuma, parlons-en en vrai maintenant. Ce qui s'est passé de son côté, donc il avait été récupéré par les révolutionnaires. Il était sur Gedetrav avec Sabo, avec les commandants révolutionnaires, Ivankov et Dragon. Et à ce moment-là, il a senti sa fille en danger. Il est donc parti traverser Redline, traverser Marijois, en échappant à Akainu carrément, jusqu'à arriver sur Egghead pour sauver Bonnie, qui est donc sa fille. Et vraiment, ce que j'ai aimé dans cet arc aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup d'événements annexes que d'habitude dans la narration d'Oda on ne suivait pas. D'habitude on suit que Luffy et à la fin de chaque arc on apprend ce qui s'est passé autour. À quelques exceptions près, quand on a pu voir par exemple Shanks et Barbe Blanche qui s'étaient rencontrés, le début du combat entre Barbe Noire et Ace, voilà, plein de choses comme ça qu'on a déjà pu voir, mais en général tu suis surtout le point de vue de Luffy. Là on a pu voir Kid contre Shanks, on a pu voir Law contre Barbe Noire, pareil, pas forcément en entier, mais on a vu une longue partie du début et la fin, et surtout on a eu le gros moment sur la ruche, Garp contre Aokiji. Donc tout ça fait partie de l'arc Egghead, même si c'est des événements annexes à l'île du futur, et c'était trop fort. J'aurais du mal à me dire que c'était les moments que j'ai préférés, même si Garp sur la ruche avec Kobe et Aokiji c'était fou. Je pense que je préfère quand même les événements qu'on a eu à la fin de l'arc avec Luffy, qui sont quand même plus importants, hein. Le monde entier a écouté un message de Vegapunk, et énormément de personnes ont vu les véritables visages des doyens. C'est fou, genre quand tu penses à tous les soldats de la marine qui étaient présents, c'était dingue. Je sais pas quels événements, en vrai, quel moment j'ai préféré, mais dans tous les cas, c'était un arc qui a vraiment lancé la saga finale, et ça, c'est sûr à 100% maintenant. Comme je l'ai dit, donc Oda a changé sa narration, on a eu, je l'ai évoqué tout à l'heure, les moments de la rêverie. Désolé si la vidéo est un peu décousue, mais j'essaie d'évoquer tous ces événements. Donc les événements de la rêverie avec Sabo, la mort de Cobra, Vivi, des explications à ça, même ça c'était plus un flashback en vrai, des choses qu'on connaissait, qu'on savait, ou qu'il s'était passé quelque chose, juste on n'avait pas vu. Et donc là on l'a vu. Et enfin voilà, j'ai parlé de tous ces événements annexes, on peut retourner sur Egghead quand
Kizaru Luffy se sont affrontés, ou plutôt se sont chassés mutuellement un peu. Saturne qui a dû se déplacer sur l'île, Saturne qui va se transformer, une transformation surprenante. On pense tous que, je pense en majorité, que ce n'est pas un fruit du démon, ou en tout cas ils sont invoqués d'une certaine manière par Imu et sont reliés à elle. On a eu le droit dans cet arc à la deuxième meilleure patate de One Piece, toujours contre une sorte de dragon céleste. Sur sa Bounty, on avait Luffy face à un dragon céleste lambda, on va dire, vraiment ridicule. Ici, on a un des plus grands dragons célestes qui se prend une patate de Kuma, très satisfaisant, et c'était vraiment stylé. Et après voilà, on connaît un peu la suite de tous ces événements, donc Kizaru qui sera tiraillé, en fait ça a été ça durant tout l'arc, il est tiraillé entre ses amis et sa justice entre guillemets, les ordres qu'il a reçus et sa mission. Et là on a donc l'enchaînement de tout ça avec Kizaru qui va réussir à blesser mortellement le corps principal de Vegapunk, tout l'équipage qui est vraiment séparé, qui est en crise, échapper à un Buster Call, ils l'ont déjà fait, mais échapper à un Buster Call x10 avec beaucoup plus de vice-amiraux, un amiral et un doyen qui a des pouvoirs étranges. On a l'impression à acquis surpuissant, même si ce n'est pas le puissant qu'on verra durant cet arc, mais quand Saturn se transforme, c'est fou. Personne n'est de taille, si ce n'est Luffy et Bonnie qui aura le droit donc à un sort de power-up. Enfin, son pouvoir en vrai est toujours un peu spécial. En fait, c'est tout simplement l'imagination, j'ai l'impression. Un peu comme Luffy, sauf qu'elle s'est un peu expliquée dans le fait qu'elle peut imaginer tous les futurs possibles. Ça reste dans le futur, contrairement à Luffy qui lui peut utiliser ses pouvoirs sur... en vrai, leurs pouvoirs sont assez complexes, je trouve. Oda s'est embourbé dans quelque chose de peut-être un peu trop puissant, mais avec l'apparition du Gear 5, de toute façon, c'était un peu quelque chose qu'on redoutait. On verra comment c'est géré plus tard. En tout cas, on a eu des super planches avec les deux. Hein. Moi, Bonnie Gear 5, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, en plus c'est assez quand même limité, donc c'est pas abusé. Tout à l'heure, je l'ai comparé un peu à Marineford parce que en termes de toutes les personnes qui étaient présentes à Marineford, à l'époque, c'était l'événement. Là, en vrai, ils l'ont dépassé. Je dis pas qu'en termes de qualité, ça a dépassé. Loin de là, en vrai, je trouve. Parce que Luffy, en plus, il y avait ce côté détachement. Luffy, il n'était pas vraiment impliqué, je trouve, dans les événements. Il était là pour aider Bonnie. Mais tu vois, les dragons célestes, enfin, les doyens lui ont jamais rien fait. C'était même pas lui la cible principale. C'était juste là en mode, bah, c'est un empereur, c'est le dieu soleil Nika, donc c'est un ennemi juré des doyens et de Im. Mais en soi, c'était Vegapunk la priorité. Donc il y avait cette tâche, cette importance de Luffy qui était amoindrie, même par rapport à Marineford. Où il n'était même pas le personnage principal, je trouve, de Marineford. Car on avait Ace et Barbe Blanche. Je l'ai dit, mais là, c'était vraiment un bazar. C'était assez compliqué à lire. Ouais, pour un peu parler de bilan et de narration sur l'île, c'était assez compliqué. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de chapitres, en fait, où ça n'avançait pas. On voyait un peu tous les groupes se faire poursuivre. En plus, quand tu rajoutes à ça les géants qui arrivent pour les sauver. J'étais très content de voir les géants, mais bon, ça attendait même un peu tout, je pense, à voir la flotte de Luffy pour relier l'incident d'Egghead à l'incident teasé à la fin de Dressrosa. En vrai, c'est toujours pas ça, donc on l'attend encore, moi le premier. Mais donc, l'arrivée des géants, c'était fort, c'était fou, même si un peu déçu, parce que, en fait, on s'y attendait vraiment pas. Oui, ça fait, au moins, c'est simple, efficace, ça relie avec l'arc suivant, l'arc qu'on attend tous, celui d'Elbaf. Et ça, le pont est tout tracé avec Nika, qui est donc la divinité de Elbaf, logiquement. Mais je trouve que ça rajoutait un énorme bordel sur l'île. Il fallait suivre tous les doyens, toutes les positions de tout le monde, avec Zoro que Oda a bloqué avec Lucci pendant hyper longtemps, tout ça pour qu'en final il couche Lucci en une attaque, alors que le gars ça faisait 5 chapitres qu'il galérait à le dégager. Oui, il fallait forcément des facilités un peu scénaristiques, des facilités pour bloquer les gens, pour gagner du temps, même avec le message de Vegapunk. Il s'est fait couper plusieurs fois, au final il reprenait. En vrai c'était un vrai bordel. Là où par exemple, je vais comparer beaucoup, hein, mais Marineford, où la dernière grande bataille où t'avais des échelles aussi un peu différentes avec des géants, avec Oz, avec tous les corsaires, etc. Je trouvais que c'était moins fouillis. Là c'était vraiment fouillis pour ma part, même si les événements étaient hyper importants dans le monde de One Piece. Et c'était vraiment une bataille combinée à une course un peu contre la montre pour s'enfuir avec tout le monde, tout en se débarrassant des doyens, avec les géants, en essayant de sauver Vegapunk, voilà, même si on l'apprendra plus tard, mais que Vegapunk avait dans tous les cas prévu de mourir et avait prévenu Sanji qui donc essaiera de le sauver, même s'il savait que Vegapunk en fait voulait mourir et devait mourir. Même si on le sait, il n'est pas vraiment mort. En parlant de lui, donc Vegapunk, tel un vrai youtubeur, il va lancer donc son message dans le monde entier. Message donc je vais pas décortiquer en détail, mais en gros très vite, il va marquer le début en disant
que le monde va sombrer sous la mer. Il va appuyer ça en disant que normalement, dans les jours qui suivent, il y aura des raz-de-marée, il y aura une montée de la mer d'1 mètre et que cette mer a déjà monté de plusieurs centaines de mètres depuis le siècle oublié. Donc voilà, les premiers mots du message sont forts, tout le monde veut l'écouter et le monde entier maintenant est au courant pour le siècle oublié, là où avant seulement quelques personnes l'étaient, ceux qui s'y intéressaient, ceux qui étaient un peu historiens comme les chercheurs d'Ohara, Robin. Et c'est pour ça que Robin, en fait, on comprend un peu mieux, même ça renforce ça. Vous savez pourquoi Robin était vraiment l'ennemi un peu presque numéro 1 du gouvernement mondial, parce qu'elle savait lire les poneglyphes, c'était la dernière survivante d'Ohara. On l'a encore plus ici. Et le problème, c'est que Vegapunk, il a balancé ça à tout le monde. Donc entre guillemets, même si tout le monde ne peut pas lire les poneglyphes, tout le monde est l'ennemi numéro 1, parce que maintenant n'importe qui peut faire des recherches sur le siècle oublié. Bref, il a mis dans la merde un peu le gouvernement mondial, et c'était le but, parce qu'il savait qu'il était fini, et que c'était son moment à lui en vrai de tout balancer. Il a fait ses recherches jusqu'au bout, il a toujours voulu donc créer l'énergie infinie, absolue. Il l'a créé en partie avec Mother Flame, une petite flamme qui se retrouve dans l'eau. Mother Flame qui a été utilisée donc parce que York a volé une petite partie de Mother Flame pour le donner à Im pour actionner une arme antique. Tout est relié. En vrai, c'est assez simple, je trouve. Il y a beaucoup de phrases pour rien, mais en vrai, ce qu'on apprend, c'est simple. Et oui, ça, je suis en partie d'accord avec le fait que on a l'impression en fait de rien avoir appris parce que tout ça, c'est des théories que nous, on fait depuis 10 ans, voire beaucoup plus. Tout ça, en fait, nous, on n'a pas appris. C'est juste des gens du manga, les personnages qui ont appris ce que nous, on sait, ce que nous, on théorise plutôt depuis longtemps. Donc c'est de la confirmation. On peut être déçu, je l'entends, mais il faut avouer que dans l'œuvre, c'est fou. Et maintenant, en fait, que tout le monde sait ça, l'histoire, en fait, est obligée de bientôt se conclure, d'avancer plus vite parce que tout le monde est au courant et tout le monde va vouloir aller au One Piece, surtout quand en plus de tout ça, Vegapunk relie donc les armes antiques, Mother Flame, la montée des eaux, le siècle oublié avec le One Piece. Et oui, en vrai, nous, encore une fois, on s'en doutait, on le savait depuis même un peu le flashback de Roger, là c'était confirmé vraiment. Et le One Piece est hyper important. Pour les armes antiques, je le dis rapidement, ouais, on a quand même le focus sur Vivi et Shirahoshi. Raison de plus de penser que Vivi est sans doute Uranus, ou est peut-être encore lié à Pluton. Mais Pluton, on n'a jamais trop su ce que c'était de toute façon. On nous dit que c'était sur Wano. À l'époque de Water 7, on pensait que c'était, enfin, on disait que c'était un navire avec les plans de Pluton. On ne sait pas trop en vrai ce que c'est. J'arrive pas trop à moi à savoir ce qu'est Pluton, si c'est un bateau qui est sous Wano ou si c'est autre chose. Je ne comprends pas trop, honnêtement. Toute la partie sur le dit a été coupée, donc on n'a rien et tant mieux en vrai, on va pas tout apprendre maintenant. Par contre, tout ce qui concerne le siècle oublié, ce qu'on a appris, donc c'était un royaume qui a été très avancé technologiquement, d'où le robot qui a été créé il y a 800 ans. Et on a eu toutes ces allusions à Anika, Joy Boy et donc Luffy. Vegapunk le rappelle beaucoup que le monde n'est pas manichéen, il n'y a pas forcément de gentils et de méchants, même lui il ne sait pas si le royaume donc disparu, et si c'était eux les méchants ou le gouvernement ou vice versa, parce qu'il y a quand même 20 nations qui se sont alliées à l'époque pour détruire ce royaume, donc on ne sait pas vraiment qui était entre guillemets donc méchant et gentil, mais tout ça on le saura sûrement à la fin, ou peut-être on aura d'autres réponses sur Elbaf. Avec les gens qui vivent des centaines d'années, eux par contre, ils doivent en savoir encore plus. L'arc va donc se conclure avec la fuite de Luffy, des géants que je pensais qu'ils allaient mourir, et je suis content qu'ils soient pas morts. Après ça reste One Piece, ça reste Oda, on s'en doute. Même Vegapunk qu'on pensait vraiment mort, même jusqu'au bout, même Luffy le pensait mort, au final on nous rassure, on nous dit non, il est pas mort, il vit encore en Lilith, il vit encore, on l'a vu dans le dernier chapitre, Shaka, etc. On recrée un Vegapunk, on sait pas trop ce qu'ils vont faire, vont-ils rejoindre Luffy, je pense que oui, je pense qu'ils vont rejoindre sans doute les révolutionnaires. Bref, Vegapunk n'est pas mort, juste son corps principal l'est. Et Vegapunk, en vrai, c'est logique, hein, quand tu penses au rire. Vegapunk avait prévu d'innombrables morceaux de tous ses satellites pour pouvoir les recréer et qu'ils revivent. Donc en vrai, c'est pas surprenant qu'il soit pas mort réellement. Juste, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire avec. Surtout que oui, donc on voit dans le dernier chapitre que Vegapunk, le nouveau Vegapunk, on va l'appeler, rentre en contact avec Weatheria. Weatheria, en plus, on avait eu à la fin de l'arc, donc avec le robot géant qui va utiliser une corde qu'on avait vu, que Nami avait vu sur Weatheria durant l'ellipse, une corde contenant le haki de Joy Boy. Ça, c'est un haki qui va réussir à faire fuir les doyens, un peu à stopper définitivement la bataille, parce que le haki de Egghead va aller jusqu'à atteindre Marie-Joie et Im. C'est pour ça, ça renforce aussi le fait que les doyens se comportent réellement comme des sortes d'invocations. Suite à cette vague de haki, tous ceux qui ont été invoqués et qui n'étaient pas là sur place vont être rappelés dans la chambre du conseil des doyens. Seul Saturne restera sur place. Je sais que cette partie est très très longue, mais on arrive à sa fin. Avant ça, j'avais envie d'évoquer un peu des zones de déception, comme j'ai pu avoir avec Kizaru Luffy. Il y a eu beaucoup de théories autour, un peu comme le Barbe Noire, le bateau de Barbe Noire qui arrive. C'est un peu des moments où on s'attendait à des trucs. Peut-être c'est nous, on a eu trop d'attentes, hein, et c'est ça un peu
peu qui peut tuer des fois la hype de One Piece et les attentes. Mais je trouve quand même qu'on aurait pu avoir plus. Enfin, un amiral qui se bat à fond. Je sais pas où va Oda avec le traitement des amiraux, mais j'aurais aimé avoir un amiral qui se bat à fond, au-delà du fait qu'on le théorisait un peu tous. Ça aurait été bien. Et pareil donc pour l'équipage de Barbe Noire. En vrai maintenant, je spoil le dernier chapitre encore une fois, mais on sait Katarina Devon était donc sur l'île avec Van Augure. C'était eux sur leur bateau. Elle a touché Saturne. Elle peut prendre sa place. Mais en vrai maintenant, Saturne a été remplacé par Garling Figarland. Ce qui en vrai détruit un peu la théorie de invocation ou création de Imu, vu qu'il l'appelle Garling Figarland pour devenir le remplaçant de Saturne. On a quand même l'impression que les doyens ont leur propre corps. Franchement, c'est vraiment bizarre. Beaucoup de mystères autour d'eux. Encore une fois, même si... En fait, ça c'est One Piece, j'ai envie de dire. On apprend tellement de choses sur les persos, mais il y a autant de mystères qui se développent autour d'eux. Parce que les doyens, en soi, Imu arrive à se débarrasser à distance de Saturne. Garling le remplace. Et maintenant, dans tout ça, Barbe Noire. Katarina Devon qui a touché Saturne. On pensait tous qu'elle allait essayer de rentrer à Marijois en se faisant passer pour Saturne. Au final, non, même pas. Donc, très compliqué. Encore une fois, on sait pas trop où ça va mener, tout ça. Et je trouve que c'est des zones d'ombre, comme j'ai dit, et même parfois peut-être des déceptions de pas avoir eu ça, de toujours pas avoir revu la flotte de Luffy. Quand est-ce qu'on va la voir? Parce que maintenant, Luffy, j'ai l'impression il peut se faire tout le monde tout seul. Une petite dernière partie de la vidéo, qui sera très courte, c'est où va-t-on maintenant? Clairement la direction c'est Elbaf. Je pense qu'on va avoir une espèce, comme j'ai dit, de post-arc où l'équipage va apprendre beaucoup d'événements, les événements annexes à l'île justement, peut-être la Garp qui a été capturée par Barbe Noire, les défaites respectives de Law et Kid, je pense qu'on les reverra, même Kid, je pense qu'on le reverra. J'avais pu parler, comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le parallélisme dans One Piece, peut-être un parallèle entre Amazon Lily et Elbaf, qui sont deux îles avec un équipage unique, un peu hors du gouvernement. Et j'ai hâte de voir si on aura peut-être d'autres parallèles à faire, et on pourra peut-être deviner des choses. Et pour moi, normalement, c'est ce qui va lancer après donc le dernier arc. Ils vont partir d'Elbaf, Luffy va sans doute apprendre quelque chose qui va l'obliger à devoir aller soit plus vite sur Loftail, soit sur Marijois. Je le disais, un post-arc pour moi, avec les révolutionnaires. Je pense que les révolutionnaires seront très importants maintenant, parce que en fait, les ennemis principaux, ce n'est plus la marine, c'est le gouvernement mondial. Et les ennemis, depuis le début du gouvernement mondial, c'est les révolutionnaires. Moi, j'attends avec impatience la prime de dragon. En plus de ça, ses pouvoirs, voilà, plein de choses comme ça. Luffy va sur Elbaf. Est-ce qu'on aura enfin les retrouvailles avec Shanks? Peut-être. On sait que quelqu'un attend Luffy. On suppose tous que c'est Coppergaban. Je suis à 90% d'accord en vrai. En fait, une partie de moi me dit à quoi ça sert de l'introduire. Enfin voilà, on a déjà introduit un peu cette figure avec Riley. Pour moi, j'ai l'impression que c'est juste on le veut en tant que fan, voir Coppergaban. On sait que c'était le bras gauche du roi des pirates. On se dit tous que ça va être lui. Mais honnêtement, si c'est pas lui, moi je serais pas déçu. Je m'en fous un peu si c'est un autre personnage totalement différent. Pour moi, c'est soit deux options. Si Oda veut faire un nouveau personnage, autant mettre Coppergaban. Si par contre c'est un personnage qu'on connaît déjà, là ça me va très bien. C'est même mieux peut-être. Ça évite de rajouter une légende dans tout ça. Une légende en plus qui est censée être hyper puissant, presque autant que Riley, si ce n'est un peu moins. Voilà pour la silhouette qu'on a pu voir dans un des derniers chapitres. Sinon concernant tout ça, oui, j'espère. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur Elbaf. Je pense que dès le début ça va être assez dense. Et les révolutionnaires, je le répète, vont être très importants. Je pense qu'on suivra énormément les révolutionnaires. Est-ce que Sabo sera peut-être envoyé sur Elbaf? On sait pas. Pour retrouver Luffy, ça peut être très cool. Voilà, j'ai hâte de voir tous leurs déplacements, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et puis voilà, franchement, pour ce grand bilan, un bilan, on va dire en conclusion, où je peux dire que j'ai adoré cet arc de Egghead. Il faudrait un jour que je me penche vraiment, ça je le ferai je pense à la toute fin de One Piece, dans 5 ans, vraiment un classement des arcs, mais en tout cas celui-ci actuellement se place assez haut, et je pense qu'avec le temps, avec l'animé qui va l'adapter, on l'appréciera peut-être encore plus, parce qu'on réalise pas en fait, je trouve, quand on lit semaine après semaine les chapitres, on a du mal à réaliser, c'est avec le temps qu'on réalise vraiment ce qui se passe dans un arc. Bref, la vidéo est finie, je pense qu'elle est plus longue que ce que je pensais, mais bon, il le fallait, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à rappeler, je suis content de l'avoir faite, et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, manga ciné sur la chaîne, donc n'hésite pas à jeter un coup d'œil et à t'abonner, et puis j'ai plus qu'à te dire à très vite.